il était difficile de prévenir ce genre d'événements. Et je pense que c'est ce qui explique que malgré les fuites, malgré les soupçons, malgré certaines informations, rien n'a été fait pour mettre fin à cette tentative. Pour nous, c'était incompréhensible qu'à peine quelqu'un qui sait lire et écrire puisse prendre le pouvoir quand même et diriger un pays. Malgré l'appréhension des uns et le scepticisme des autres, la rumeur parvient tout de même au président Kounché. Séni Kounché réagit très curieusement. Contrairement à ses habitudes, il n'envoie pas des militaires à en finir avec le poulet comme il l'avait fait pour Sanissou Nassido, son ex-vice-président. Certainement à cause du rôle que jouait auprès de lui ce personnage, il choisit une autre méthode. Il décide de rencontrer son ami Bonkano. Je souhaiterais te rencontrer au village natal. J'ai dit, pourquoi? Il dit oui, mais c'est là-bas qu'on prépare le coup d'État. Tu as oublié qu'on a préparé 15 avril là-bas? J'ai dit oui. J'ai commencé à soupçonner qu'il avait quelque chose à dire. Et comme entre nous, nous ne cassons rien, en dehors de tout simplement qu'on évite de se tuer. Mais le reste, on peut le dire, on s'en fout. Il m'a dit, bon, voilà ce qui m'a amené. Je sais que tu vas essayer de prendre ce pays demain soir. Mais le fait que tu m'as aidé pendant 6 ans à préparer une opération militaire qui a permis que je suis devenu président, je ne vois pas pourquoi moi je vais vous refuser de devenir président, alors que je suis même malade. Les propos que j'ai reçus au cours de certaines de vos réunions me vont direct au cœur. Vous ne voulez pas que je sois tué, vous ne voulez pas qu'on tire sur ma famille, et vous voulez m'amener en France si vous aurez le pouvoir et me soigner et me ramener dans mon village natal. C'est très bien. Si c'est Dieu qui a choisi ça comme ça, pourquoi pas? Seulement le fait que vous ne voulez pas me tuer, je vais vous éviter d'être tué aussi. Et ce que je vais vous dire là n'est pas pour vous dissuader. Il faut l'écouter bien. J'ai dit non, Monsieur le Président, à partir du moment où vous êtes au courant et que vous en parlez, ça veut dire que vous voulez que je laisse, il n'y a pas de problème si vous me le demandez. Il dit non, tu ne peux pas. Si tu recules maintenant, tu vas avoir au-dessus de moi, parce que je serai obligé de te tuer. Tu vas, cette armée, tu ne le connais pas. Cette armée, c'est mon armée. Tous ces officiers-là sont sortis devant mes yeux. Je les connais tous. Militairement, je connais les familles de tout le monde. Et je connais le caractère de tout le monde. Cette armée, il y a 3 groupes. Un groupe que grâce à moi, je te l'ai remis. Ils ont tellement bouffé, ils sont devenus pour toi. Il y a un autre groupe qui, lui, même moi, je ne peux plus l'avoir. Et il y a un groupe qui m'appartient que tu ne peux jamais avoir. Voilà le problème devant lequel tu vas te retrouver demain soir. Ça, tu ne l'as pas préparé. Et j'ai peur qu'à un certain moment donné, ces mêmes gens-là te tuent pour donner d'autres explications, te rendre tout simplement le comploteur trahissant son ami pour telle cause, et il s'en sort. Les militaires le font tous les jours. J'ai un autre problème qui est celui de Ali Seibou, chef d'état-major, qui ne prend pas certaines situations au sérieux, peut-être parce que c'est ma présence. Parmi ton groupe-là, il y en a des gens qui ont décidé de le tuer. Mais, je vais te dire aujourd'hui, c'est un cousin direct à moi, et il m'a tellement rendu de service, je ne veux pas qu'il soit tué pour rien. Ce qui fait que le soir, vers 4 heures, c'est moi qui va lui téléphoner de Paris. Qu'il te rejoigne à Draine vers 6h, 6h30. Aussitôt arrivé, tu le mets sur clé. Et tu mets certaines gardes autour et tu descends en ville pour faire ton opération. Moi, tu m'as rendu service.
Au cas où ça n'a pas marché, il ne faut jamais que je te laisse au pays et que je te trouve au pays. Encore une fois, pour éviter que moi aussi je te tue. 6 octobre 1983, alors que le président Séné Kountché est en visite à Paris, Bonkano, son homme lige et marabout, décide de passer à l'action. Comme prévu dans son plan, Bonkano fait arrêter d'abord le chef d'état-major des armées, le colonel Ali Chebou. J'ai été arrêté comme beaucoup d'autres. Et on m'a amené derrière le fleuve. Chez Bonkano. Et je lui ai même dit, ah, Bonkano, je ne sais pas à quoi vous êtes en train de jouer. Si c'est un coup d'État que vous voulez faire, vous vous trompez. Parce que moi, je ne suis pas seul. Et la personne contre laquelle vous préparez le coup d'État, je crois, ne marche pas seul aussi. Donc, je crois qu'il faudrait réviser vos positions pour éviter au Niger un bain de sang. Alors que les événements s'accélèrent, le président Séné Kountché, qui n'a pas pu joindre Niamey par téléphone, a terminé son séjour officiel à Paris et reprend l'avion pour rejoindre le Niger. C'est en plein vol alors que le message a été envoyé à l'avion pour dire que l'avion ne devait pas arriver à Niamey, les nouvelles autorités interdisant à l'avion d'atterrir à Niamey. Quand la nouvelle a été portée à sa connaissance, il était avec moi et son directeur de cabinet, on discutait. Quand il nous a quittés pour aller dans le cockpit, et après je suis allé dans le cockpit, il s'est aperçu qu'on m'a informé. Et il m'a invité à m'asseoir à côté de lui, et c'est là qu'il m'a dit qu'il ne croyait pas du tout que ce soit un coup d'État. Il pense qu'il a utilisé le mot, c'est encore la pagaille de Niamey. Voilà. Il n'a pas cru un instant qu'il avait été renversé. L'avion du président, le Mont Bagazam, qui poursuit malgré tout son voyage, effectue alors une escale à Alger pour s'approvisionner en carburant. Les Algériens étaient persuadés qu'il n'était plus président. D'ailleurs, Chadli, contrairement à l'habitude, et pour la première fois, n'était pas venu le saluer à l'aéroport. Il a envoyé son ministre de la Justice, alors que Kountché était en compagnie de Sankara. Il y avait quand même deux chefs d'État. Donc, pour les Algériens, il n'y avait pas de doute, il n'était plus président. Donc, Chadli a envoyé lui dire qu'il était disposé à lui accorder l'hospitalité en Algérie. Kountché a décliné l'offre, bien entendu. Il a proposé que son avion transporte Kountché et que le Mont Bagazam atterrisse à Niamey. Enfin, quelque chose de très compliqué. Kountché a balayé tout ça d'un revers de la main. Et puis voilà, nous avons repris le Mont Bagazam pour Niamey. Séné Kountché redécolle donc direction Niamey. Dans la capitale nigérienne, bien que soutenue par quelques officiers, dont certains ont réussi à occuper quelques objectifs stratégiques, le coup de force ne se passe pas exactement comme prévu. L'armée, ce n'est pas l'armoire. Quand vous ouvrez, vous fermez comme vous voulez, et quand vous les ouvrez, il se peut que vous trouvez quelques emmerdes. Barré s'est maquillé. Il a fermé sa compagnie, il m'a téléphoné, il m'a dit de venir, on va négocier. J'ai dit non. On ne négocie pas. Il n'y a rien à négocier. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bon, je veux savoir où se trouve le chef d'état-major, par exemple. Je dis, mais le chef d'état-major, c'est celui qui est à l'état-major. Je suis à l'état-major, je t'attends, tu viens. Il dit, ah non, tu viens ici, on négocie. Il y a d'ailleurs tel officier, il a cité certains qu'on a cherché chez eux, qu'on n'a pas trouvé, qui sont chez lui. Tels que Toumba Boubacar et autres là. Tel qu'il était conçu, ce coup ne pouvait pas réussir. Je ne vais pas rentrer dans les détails militaires des préparatifs. Mais franchement, il ne pouvait pas réussir dans la mesure où tout avait été mis en œuvre, j'allais dire, pour qu'il échoue. Maintenant, quand les opérations militaires ont commencé, qui a mis le grain de sable qui a fait échouer le coup? À mon avis, c'est certainement le défunt président Barry. Il était commandant de la compagnie parachutiste. Un de ses jeunes frères était venu l'informer et aussitôt, il avait regagné son unité. Et par la suite, comme vous le savez, le commandant de bataillon de Niamey, Amadou Seydou,
qui était impliqué avait été mis aux arrêts par le commandant Barré, qui a pris des dispositions très simples et c'était terminé. Il ne pouvait plus avoir de coups, il tenait la place de Niamey, il avait la loyauté des autres commandants d'unité et les autres n'avaient plus qu'à prendre la fuite, ce qu'ils ont fait. C'est Barré qui a fait décapoter notre révolution de palais. Neutralisé, il ne reste plus aux putschistes que la solution de la fuite. Au niveau de l'état-major, il existe une maison qui s'appelle le Guernier. Ce Guernier-là, quand un président de la République rentre chez lui ce soir, même s'il est au capital, il y a un mot qui est écrit fermé, remis à un sous-officier qui rentre là-bas, on ferme, on sort la clé. Il y a un appareil devant cet homme. Quand il entend un rafale, il attend 2 rafales, où il sait maintenant effectivement, le premier rafale a eu réponse, ce qui veut dire il y a quelque chose qui se passe dehors. Là, il a des instructions, il déchire le papier, les instructions du chef de l'État se trouvent à l'intérieur. Et il doit percuter ça sur place à toutes les compagnies jusqu'à l'intérieur du pays. Maintenant, il y a les mots de passe qui ferment les frontières du pays, qui ne dépendent pas de lui. Ce qui fait que le président Kounché a laissé cet dispositif militaire intact sans me prévenir. Là, il ne me les a pas dit. Je ne connais pas l'existence de Guernier. Les services de renseignement et l'armée vont le laisser quitter le pays, sans trop chercher à l'intercepter. À 9 h du matin, j'ai été à l'état-major, où je trouvais le colonel Toumba Boubacar, adjoint au chef d'état-major général des FAN, qui assurait l'intérim de l'état-major, puisque comme vous le savez, le chef d'état-major avait été arrêté. Il m'a reçu avec le directeur général de la police pour nous dire ce qu'il savait. Et 1 heure ou 2 heures de temps après, j'ai reçu un message radio du poste frontière de Makalondi, nous annonçant qu'un véhicule Mercedes avait brisé leur barrière, qu'ils avaient engagé la poursuite. Ils les ont rattrapés au premier poste frontière, c'est-à-dire Kantiari. Les autorités burkinabées leur ont permis de les identifier, de prendre leur identité et de retourner sans les livrer. Et c'est moi qui ai reçu ce message radio, je l'ai porté, j'ai informé l'autorité militaire. Et voilà tout naturellement comment Bonkan a pu s'enfuir. Mais enfin, au moment où il fuyait, personne ne le recherchait. Après cet épisode, Séni Kounché va, comme il l'avait promis, bannir Bonkano. En 1984, une sécheresse encore plus rude que celle de 1974 menace les Nigériens. Séni Kounché, qui sait qu'il joue à ce moment-là sa place, va déployer un trésor d'énergie et d'inventivité pour éviter le pire. Une attitude qui impressionne fortement la communauté internationale. Il est sur tous les fronts et avec lui, pas de villa de la sécheresse. Pas question aussi de mendicité. Il va frapper aux bonnes portes. Il se rend d'abord aux États-Unis d'Amérique en décembre 1984 pour solliciter une aide. Puis Paris en 1986 pour rencontrer le président François Mitterrand. Nous sommes tous très heureux de vous accueillir ici. Vous êtes pour beaucoup d'entre nous, et vous êtes pour moi spécialement, Monsieur le Président, vieil ami, et vous recevoir dans ces conditions, une fois de plus, mais dans ces conditions d'une visite d'État, ajoute naturellement à l'éclat et à l'intérêt de ces rencontres. Malgré ses réticences à quémander, et compte tenu de sa personnalité, il bénéficiait quand même de la sollicitude de la plupart des grands États. Au moment où les nations africaines s'alignaient derrière une grande puissance coloniale ou idéologique pour bénéficier de leur aide, Séni Kounché, lui, refuse de s'inféoder à un seul partenaire. Lorsque la sécheresse sévit dans son pays, il prend son bâton de pèlerin et rencontre les nations partenaires de tous bords. Il obtient l'aide internationale européenne, française et même asiatique, puisqu'il va solliciter l'aide du Japon et de la Corée du Nord. Ce qu'il faut comprendre chez Kounché en matière de relations internationales, c'est le refus de se laisser posséder exclusivement par quelqu'un, par une puissance, par un pays. C'est cela, Kounché. Kounché va trouver auprès des États-Unis d'Amérique un partenaire de choix.
Séni Kountché, ses idées de lutte contre la désertification étaient très importantes pour les Américains qui s'étaient considérablement engagés dans ce secteur en Afrique, ce qui a favorisé bien entendu la coopération entre le Niger et les États-Unis, ce qui n'était pas fait pour déplaire à Séni Kountché qui, comme je vous le dis, n'aimait pas du tout que l'on mette le dévolu sur lui. Plus il se sentait les coups de franche, plus il se sentait libre d'agir, plus il était enthousiaste. Avec Kountché, pas de Mercedes de la sécheresse. La corruption est son cheval de bataille. Inattaquable sur ce point, il a la main lourde pour les corrompus. Son jeune frère Amadou Kountché ne va pas échapper à cette rigueur puisqu'il va se retrouver lui aussi derrière les barreaux pour une indélicatesse financière. Il rétablit d'ailleurs la peine de mort pour les prévaricateurs. Homme d'État discret, il s'emploie à entretenir de bonnes relations avec ses voisins et ne s'offusquera donc pas de l'expulsion par l'Algérie de quelques 1700 Touaregs nigériens, d'ailleurs mal aimés par ses concitoyens. Avec son jeune voisin du Burkina, il entretient d'excellentes relations. Figurez-vous que Sankara venait ici en pleine nuit. Il débarquait à Niamey, il venait dans cette même maison, dîner avec Kountché et repartait. Et disait juste qu'il était venu pour manger la pâte de mil. Son souci constant du point de vue de la politique étrangère reste celui du Tchad. Il est de tous les sommets sur la question, un peu comme s'il voulait mobiliser la communauté internationale sur ce conflit qui a des incursions dans son pays. Séni Kountché est de tous les sommets. Il entretient une diplomatie très active et est très écouté de ses pairs. Il joue un rôle de plus en plus important sur la scène africaine, offrant sa médiation dans des conflits. Au départ, tout indiquait que le Niger ne pourrait pas faire élire un secrétaire général de l'OUA, pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'était un régime militaire tout de même, un régime d'exception, qui, d'accord, les droits de l'homme n'avaient pas le droit de citer à cette époque-là autant que maintenant, mais tout de même, au niveau de l'OUA, cela a été pris en considération par des pays qui comptaient dans l'organisation. La deuxième raison, c'est que nous ne reconnaissions pas la RASD, la République arabe sahraoui démocratique, qui était un membre de l'Organisation de l'Unité africaine et qui était soutenu par conséquent par la majorité des pays qui composaient l'OUA. Malgré ces obstacles apparemment infranchissables, le Niger a fait élire